Je suis très heureux de vous recevoir ici à Candécourt, le 8 mai 2015, à l'occasion de la journée porte ouverte du CRAC. Alors le CRAC est le comité de résistance et d'action pour le Congo. Donc ici présent, le président Omer Bedel Sousa, président du CRAC, a donc le privilège et le plaisir de vous recevoir pour cet événement découverte des actions du CRAC. Le président a bien sûr invité M. François Mboukou, président du mouvement RFVPC, qui est un opposant en RDC, donc pays voisin du Congo-Brazzaville, dont nous sommes originaires, pour l'accompagner dans cette journée porte ouverte. Et à côté du président, donc à sa gauche, vous avez notre ami président de l'Association des journalistes africains de France, notre ami Camara, et vous aurez l'occasion également de l'entendre. Je ne vous cache pas que c'est un éloquent journaliste. À chaque fois qu'il intervient, les foules sont en émeute. Donc, cette journée est consacrée naturellement à la présentation du CRAC, à la déclinaison de ses actions et bien sûr à la traçabilité des perspectives qui seront données à l'action du CRAC pour arriver à assurer dans notre pays, le Congo-Brazzaville, une transition démocratique. Quel est donc l'objet qui nous anime aujourd'hui? Mais avant toute chose, je voudrais Aziz, où est donc Aziz, qui est le secrétaire général adjoint du CRAC, de nous faire un bref aperçu sur ce qu'est le CRAC, qui sommes-nous, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce que finalement nous défendons. L'objectif à l'issue de cette journée, c'est que tous les membres du CRAC, y compris ceux qui n'en font pas encore partie, mais qui sont pour nous des prospects, donc des personnes potentiellement membres du CRAC, que nous ayons tous conscience de l'action que nous menons, des valeurs que nous défendons, et donc du plaisir et du bonheur que nous pouvons offrir aux Congolais, en leur permettant de pouvoir s'exprimer librement, en leur permettant de pouvoir se mouvoir librement, et en permettant à la presse que vous représentez aujourd'hui, d'avoir une expression libre dans notre pays. Tel est donc notre combat. Et ce combat, nous voulons le partager avec tous, avec vous, avec ceux qui sont en France, mais également, surtout à ceux qui sont là-bas. Parce que c'est à eux que s'adresse ce combat. Voilà. Aziz, merci de nous décliner un tout petit peu ce qu'est le CRAC, et après je reprendrai le micro, bien évidemment, pour faire circuler la parole, en premier lieu au président des journalistes, puis après à notre invité d'honneur, et ensuite au président pour clôturer naturellement cette intervention. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Maïga Abdoulaziz, secrétaire général adjoint du CRAC, et je vais vous présenter le CRAC. Le CRAC, c'est un outil de combat pour le changement au Congo-Brazzaville. Et pour ce changement, il faut bien sûr mobiliser la communauté congolaise. Le CRAC, c'est un acteur engagé dans la lutte contre la corruption, la tyrannie, l'oppression et la servitude du peuple congolais. Le CRAC, c'est une force de résistance contre la dictature, face à l'entreprise d'asservissement du pouvoir tyrannique exercé sur la population congolaise. Créé en 2009, le CRAC est une association régie par la loi de 1901. Lié à l'intérêt général du pays et celui du peuple congolais, la résistance représente au premier chef un combat idéologique sans être pour autant partisan. De fait, il n'est pas nécessaire d'être dans un parti ou d'être un militant pour adhérer à la lutte. Donc le CRAC est ouvert à tout le monde. La résistance ferme ses portes aux militants qui affrontent l'événement à l'abri de leur certitude doctrinale. La densité de ces principes suppose l'identification de l'adversaire politique, c'est-à-dire connaître qui est notre adversaire. Et aujourd'hui, l'adversaire au Congo, c'est le pouvoir tyrannique d'un certain M. Denis Sassou Nguesso. Étant donné que le régime corrompu égare des esprits en obscurcissant la hiérarchie des priorités, le CRAC se refuse toute alliance avec les partis, les organisations et les associations politiques douteuses. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui au Congo, il y a beaucoup d'associations politiques qui sortent, parfois avec un ou deux membres, et le but c'est de soutenir le changement à la Constitution, ou de soutenir une personne, on ne sait pas d'ailleurs qui les finance, et nous voyons que
Donc nous, le CRAC, on décide de faire attention à qui sont nos amis. Développer et soutenir toute demande solidaire de proximité. Nos objectifs, l'entrée en résistance postule un faisceau de conditions. Par la lutte à mener, les résistants doivent être animés des valeurs humanistes, républicaines et patriotiques. La résistance est donc une lutte patriotique pour la libération de la patrie. Elle est aussi une lutte pour la liberté, l'unité du peuple congolais contre le totalitarisme, la dictature, les humiliations, l'oppression et la servitude. Cette offre pour offrir au peuple congolais sa dignité et ses droits fondamentaux. Elle agit ici et là par des actions concrètes. Donc nous avons un site www.cracinfo.com et sur ce site vous pouvez aller voir toutes les actions que le CRAC a pu mener. Vous pouvez aller voir aussi toutes les actions que le CRAC compte mener et je vous invite à y aller pour pouvoir faire plus ample connaissance avec le CRAC. Merci bien. Les applaudissements priés pour Aziz qui vient de vous montrer en quelques lignes ce qu'est le CRAC. Bien évidemment, vous avez tous compris que notre combat premier, c'est de lutter contre le néopatrimonialisme qui a pris naissance en Afrique, où des familles ont érigé en considération tribalo-clanique un mode de gouvernance de nos pays. Les familles ont pris nos pays en otage, gèrent toutes les ressources en laissant le peuple dans la misère. Et vous voyez, notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est un pays producteur de pétrole, 4e pays producteur de pétrole en Afrique, 4 millions d'habitants. Il y a de quoi, aujourd'hui, définir une politique rationnelle et rationaliste qui permette aux habitants de vivre aisément. Donc le CRAC, dans son combat, va ramener au Congo, notre idée n'est pas de faire la critique absurde à la gouvernance actuelle, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer un avenir aux Congolais, de leur proposer un avenir pour que les enfants aillent à l'école, s'instruisent, pour que celui qui a la capacité de s'investir, d'entreprendre, puisse le faire librement, pour que celui qui veut naturellement aller exercer ses talents ailleurs le fasse, et celui qui est ailleurs, qui a ses talents et qui veut l'exercer au Congo, vienne également les exercer pour le bien de tout le monde. L'édification d'une société démocratique, mais la démocratie au sens noble du terme, telle est notre perspective. Alors pour cela, je vais commencer par passer la parole à notre invité d'honneur, non, plutôt au président de l'Association des journalistes africains de France, pour qu'en 5 minutes, qu'il arrive à nous donner une perspective. Mon cher camarade, à toi l'honneur. Mes chers amis, vous êtes les bâtisseurs des moments difficiles. Je dis bien bâtisseurs, pas destructeurs. Les destructeurs, ce sont les Sassou Nguesso. Le CRAC est un mouvement humaniste, culturel, un mouvement où enfin le Congo, Brazzaville, va redevenir un pays qui sort de ce désordre. Et pour cela, il faut beaucoup de femmes. Je vous demande d'abord d'applaudir les femmes. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la future première dame, si vous voulez bien vous lever. Je vais vous dire pourquoi. Derrière tout homme de combat, il faut une femme solide. Les Cabral en ont fait l'expérience. Amilcar Cabral, il avait à peine 30 ans, il avait une femme magnifique. Il s'est battu en disant, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, je vais libérer les colonies portugaises. Et à l'époque, c'était un ingénieur agronome. Les Portugais sont allés, quand ils ont commencé à poser des bombes dans les villes portugaises, les Portugais se sont inquiétés. Ils ont voulu en faire ce qu'on appelle le ministre de l'Agriculture. On lui a dit, mais faites comme Senghor, faites comme Houphouët-Boigny, et puis vous venez, on vous nomme ministre de l'Agriculture, et vous vous taisez. Eh bien, il est allé voir sa femme, sa grande femme. Elle s'appelle, vous connaissez très bien, Anne. Elle dit, voilà, les Portugais veulent que j'abandonne le combat, et qu'est-ce que tu en penses? Sa femme lui a dit, jusqu'à la mort, tant que tu n'auras pas libéré les colonies portugaises, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il faut que tu continues le combat. Aujourd'hui, c'est le même cas avec la première dame. On l'applaudit une fois de plus. Madame, restez derrière le grand homme. Nous avons
l'une des conseillères, voilà, elle est là, marocaine de son État, toujours en France, toujours debout, avec le crack. Madame, si vous voulez vous lever, je tiens à préciser que le crack dépasse le Congo-Brazzaville. Il va faire le Congo-Brazzaville, il va conduire, bien sûr, construire le Congo-Brazzaville, mais c'est un mouvement aussi panafricaniste. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis fier que notre grand orateur ait présenté déjà François Mboukou Kassa, qui est là et qui mérite d'être applaudi. Mais aussi, je mets l'accent sur quelque chose. Vous avez vu que des jeunes viennent mourir dans les océans occidentaux. Vous avez bien vu, on ne parle que de ça. Les immigrants, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Eh bien, je vous dis que cela, ce n'est pas normal. Si aujourd'hui la jeunesse fuit la terre natale, c'est parce que tout simplement, nous avons des hommes qui sont à la fois incultes, imbus, je dirais, de leur personne, qui sont de véritables criminels, parmi lesquels Sassou Nguesso. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on a fait la conférence de presse à l'hôtel Méridien Porte-Maillot, le président Sousa a fait ce qu'on appelle l'état de lieu. Il a expliqué avec sérieux, avec force, avec conviction ce qui s'était passé. Il y avait toute une délégation internationale qui avait pris la parole. Entre-temps, on met ça sur YouTube. Et puis, il y a eu des vidéos. Et puis, ces vidéos, surtout les machins, atterrissent sur la table de Sassou Nguesso. L'un des anciens ministres de Sassou Nguesso lui dit, mais voilà, Sousa est là, il fait ceci, il fait cela. Sassou Nguesso, non seulement sur sa chaise ce jour-là, a tremblé. Il dit, mais voilà au moins quelqu'un qui ne mange pas avec moi. Et je pense qu'avec lui, il vaut mieux parfois, honnêtement, composer, parce que c'est le seul, au moins à Paris, qui reste incorruptible. Le mot est lâché, incorruptible. Moi, ce que je dis aux Congolais, vous avez quelqu'un qui veut bâtir l'avenir avec vous, je ne vois pas pourquoi il faut perdre du temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Ce sera avec notre ami Sousa, avec les François Mboukou et autres, qu'il faut enfin, maintenant, mettre fin aux querelles intestines et faire en sorte que vos deux pays marchent sur les deux pieds, avec leur tête, avec leur cerveau. Et puis, je salue la jeunesse. Vous, les enfants, on vous salue. Applaudissez-les. Les voilà. On vous salue. Mais bien sûr, les enfants, on vous salue parce que ce qu'on prépare, c'est pour vous. Eh oui, voilà, je vois que la gamine, elle se marre. Eh bien, c'est pour vous. Les tontons, les mamans, nous sommes là pour préparer votre avenir. Donc, il faut leur rendre hommage. Alors, je ne vais pas être long. Je compte sur la presse. Vous êtes là, caméraman. Je souhaite que ce soir, tout ce qu'on dit ici soit sur YouTube et aille partout. Parce que le changement, c'est maintenant, comme dirait quelqu'un, au pouvoir aujourd'hui. Et oui, et François Hollande, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je me souviens de la claque qu'il a donnée à Joseph Kabila quand il est allé, évidemment, à Kinshasa. Il n'a même pas voulu lui serrer la main. Au moins, le changement est possible. Si vous y croyez, moi j'y crois. À mon âge, je continue le combat parce que j'y crois. Mais vous devez être encore plus outillés, plus armés. Moi, je vous fais confiance et c'est la raison pour laquelle je passe, évidemment, le micro une fois de plus au grand orateur, jeune et beau d'ailleurs, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir ici. J'espère honnêtement que le changement, maintenant, c'est possible et je vous fais confiance. Je vous remercie. Les applaudissements appuyés pour le président de l'association des journalistes. Le changement, c'est maintenant à TV. Donc la parole à présent, sans plus tarder, à notre ami François, qui va bien sûr nous dire quelques mots. Mais des mots, comme le disait le président de l'association, des mots d'alliance entre deux républiques qui se regardent, plutôt qui se tournent le dos, et qui pourraient peut-être se regarder à présent. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité. En particulier, je remercie le président Sousa qui
Adi m'a invité ici. Et je suis honoré et je suis vraiment reconnaissant de ce qu'il fait pour pouvoir lutter pour la République du Congo. Donc, comme nous, de notre côté, nous luttons pour la République démocratique du Congo. Ça veut dire que ce pays est dans une situation catastrophique. Nous pensons que la presse doit commencer à considérer notre combat que nous avons commencé. Nous avons commencé un combat difficile, c'est-à-dire que nous avons fait face à des gens qui n'ont rien à perdre. Ça veut dire qu'un système qui est arrivé au Congo, en RDC, qui a fait que la population puisse être aliénée jusqu'à aujourd'hui et le pays est sous occupation. Et nous avons mis en place ces mouvements qu'on appelle la résistance. Ça veut dire que nous voulons que les choses changent à tout ce qui est Grand Lac. Ça veut dire qu'on voit que rien ne va depuis les indépendances. Plus ou moins 5 ans, chez nous par exemple, il n'y a rien qui va. C'est la destruction du tissu social, la destruction de l'éducation. Il n'y a plus d'institutions. Donc c'est pour cela, nous étant fils du pays, étant congolais, nous nous sommes dit, nous devons nous lever pour pouvoir dire non. Et pour plus tard dire plus jamais ça. Voilà pourquoi moi, votre frère, votre ami, je suis venu ici dire des choses, pour dire que nous sommes prêts pour continuer ce combat ensemble. Parce que comme on dit, en Afrique, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Donc nous pensons que en mettant nos forces ensemble, en se coalisant, en essayant d'être ensemble, de mettre tous ces peuples ensemble, nous pensons que le changement est possible. Et nous allons aussi lutter contre tout ce qui est l'injustice sociale. C'est-à-dire que nous voyons nos populations sont arrivées à un niveau où ils ne peuvent plus vivre, où nous, la diaspora, nous essayons d'utiliser les moyens, le peu que nous arrivons à réussir à gagner ici, nous arrivons à envoyer à nos familles, au moment où les gouvernements sont présents, qui devaient au moins prendre soin de cette population. Donc nous sommes du côté du peuple et nous n'avons pas de communication avec toutes ces personnes qui veulent venir corrompre, déstabiliser notre combat. Donc c'est pour cela que j'encourage les peuples africains de se lever comme un seul homme et de pouvoir vraiment continuer la lutte jusqu'au bout. Comme le président Lassine a dit, c'est pour l'avenir de la jeunesse et de nos enfants. C'est pour cela, président Sousa, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, je me permets de vous lire quelques mots que j'ai préparés. Je suis tellement ému d'être ici en famille. C'est pour cela, tout d'abord, merci pour votre accueil et pour la parole que vous me donnez. Nos pays sont des pays voisins, je dirais même des pays frères. Voilà pourquoi je suis ici, car nos histoires sont liées. Les deux Congos vivent des ères fatidiques. L'un et l'autre vivent des mouvements politiques qui inspirent à des avenirs meilleurs. Voilà pourquoi, M. Sousa, est là, le Congo, et moi, je suis là pour la République démocratique du Congo. En effet, en cette journée du 8 mai 2015, historique pour la France, M. François Hollande déclarait ce matin « Il y a encore des causes qui méritent d'être animées. Notre cause, c'est de défendre mutuellement nos peuples, afin de leur garantir un avenir paisible et surtout plus rassurant. La République démocratique du Congo n'a rien d'une république démocratique. Elle emporte seulement le nom, mais n'en a pas les qualités. Ces causes, je les défends et je les porte dans mon cœur. En effet, pour mener un combat comme le mien, comme le vôtre, il faut le faire avec notre cœur, avec nos tripes. Nous sommes le seul espoir d'une population endormie par des gouvernements qui les affament. Enfin, le mieux la contrôler. Donc plus qu'ils affament nos peuples, nos populations, ils vont mieux les contrôler. Un peuple affamé est un peuple sans force, sans idée de révolte. Un peuple que l'on peut manipuler
si Kabila pense le pouvoir endormir le peuple, il ne réussira jamais à endormir la diaspora. Nous sommes le solide pilier, un roc sur le peuple peut compter. Vous vous apercevez que je parle beaucoup du peuple, non seulement parce que le peuple est mon frère et ma sœur, mais parce qu'il est l'avenir de mon beau pays. Ma terre natale me manque, son odeur, ses majestiques forêts, son climat me manque. Et je ne peux laisser ces patrimoines se disloquer le joug de milices étrangères. Un jour, mon fils m'a dit, « Mais papa, pourquoi fais-tu tout cela pour le Congo ?» Je l'ai regardé, lui qui vit dans les conditions d'une vie paisible. Et j'ai ajouté cela, mon fils, même si ton pays est la France, tes racines sont au Congo. Comment pourrais-je me regarder dans un miroir si je ne fais rien pour libérer mon pays et son peuple? Il m'a regardé et m'a dit, je suis fier de toi, papa. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le peuple n'a même pas le droit de manifester. Un droit fondamental en France, un droit destructeur là-bas. Pendant les journées du 19 au 21 janvier 2015, ceux qui ont eu le courage de se rebeller afin de défendre la Constitution ont payé de leur vie. Et dernièrement, ce sont des charniers qui ont été découverts. Où est la démocratie dans tout cela? Nous avons sur nos épaules la charge de changer les choses. C'est un combat de chaque jour, un travail de longue haleine, mais un travail de tout honneur. Nous, peuple de Dieu Congo, nous ne devons jamais capituler. Je vous encourage à soutenir M. Sousa dans son combat et pour l'avenir du Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse les deux Congos. À présent, mesdames et messieurs, le moment tant attendu. Donc la parole revient au président Sousa. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur le Président et cher Cadet François, Monsieur Lassine Camara, mon compagnon de lutte, je tiens d'abord à vous remercier pour cet effort que vous avez fourni d'être là, et surtout à ce jour de fête où beaucoup vous faites des programmes. Mais malgré cela, vous avez voulu être là, partager ce moment d'échange avec nous. C'était un moment pour nous, un moment de joie. Un moment de joie parce que nous savons où nous allons. De joie parce que nous nous retrouvons le jour du 8 mai, qui symbolise pour nous une date historique, chargée d'histoire, parce que c'est la date de la victoire, c'est la date de la libération, donc de liberté. C'est aussi la date de la flamme pour la conquête de la liberté en Afrique. Et nous avons souvent des dates comme ça qui sont toujours significatives. Le 30 octobre 2014, nous avions organisé une conférence de presse à l'hôtel Méridien, Étoile. Et cette date, nous l'avions baptisée comme la date historique pour l'histoire du Congo. C'est effectivement le 30 octobre que le président du Burkina Faso était chassé du pouvoir. Donc, si nous sommes là le 8 mai, pour nous, c'est quelque chose de très significatif. Nous sommes là pour parler du Congo. De quel Congo? Un pays indépendant depuis 53 ans. Et nous sommes tous
à mon avis, convaincu que nous devons nous poser deux questions. Où en est-il aujourd'hui après les 53 ans d'indépendance? Où va-t-il réellement? Et ce diagnostic, chacun le sait. Chacun le sait. Et fort effectivement de ce diagnostic, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas assister de manière puissante le déclin de notre pays. Parce que notre pays est malade. Où en est-il? Il est malade. De quoi souffre-t-il? Il souffre de tout. De tout. Le Congo, comme je l'ai toujours dit, la première maladie dont il souffre, c'est un problème d'homme d'État. C'est un problème d'homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui arrive au pouvoir avec un projet, avec une mission pour son peuple, avec une mission pour sa nation, avec un dessein, c'est-à-dire qu'il doit voir le pays dans le futur. Il faut le dessiner. Un homme d'État, c'est celui-là. Mais nous n'avons que des hommes politiques. La différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est qu'un homme politique, il vient pour le pouvoir. Il est là pour le métier au pouvoir, son métier au pouvoir, et par tous les moyens. Il est là pour lui-même, son clan. Et vous pouvez le constater dans tous les pays, en Afrique, voire même aussi dans les pays du Moyen-Orient. Donc ça, c'est la première maladie dont souffre le Congo. Mais la deuxième maladie, ça a été évoqué ici, c'est le manque de gouvernance. Si un pays souffre d'une gouvernance, qu'elle soit économique, institutionnelle, politique, ce pays ne peut pas être en bonne santé. Parce que la gouvernance institutionnelle, c'est la vie de la démocratie. C'est l'émergence d'un peuple. C'est la liberté d'expression. C'est le cœur même battant du dirigeant. Et si vous n'avez pas cette gouvernance, vous n'avez pas un État. Et nous avons aussi le problème, la maladie, la troisième maladie au Congo, mais allez dans les zones rurales, vous allez constater le mal vivre, comment ces populations souffrent pour un pays d'à peine 40 millions d'habitants et qui a tout. Il dort, nous sommes, je le dis souvent, quand vous prenez la carte du Congo, c'est un chien couché. Et dans ces chiens couchés, il y a des mines d'or, il y a les richesses, il y a tout. Mais est-ce que les Congolais vivent de cette richesse dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la jeunesse, et préparer le futur du Congo en formant les jeunes? Il n'y a aucun projet pour les jeunes. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de perspective d'avenir pour les jeunes, il n'y a pas de partage au niveau des richesses du pays, vous ne pouvez pas parler d'une nation. Il n'y a pas un État. Comme il n'y a pas un État, puisqu'il va dans le déclin, est-ce qu'il faut l'assister impuissamment? D'où la naissance du crack, les motivations du crack. Les motivations du crack sont du fait que nous ne pouvons pas continuer à subir dans un pays, dans une nation, face à une dictature. Quel est le comportement qu'un acteur politique peut avoir? Ça dépend. Il y a peut-être trois types d'acteurs politiques. Il y en a qui sont là, qui luttent, qui parlent, qui se battent pour le pouvoir. Parce qu'ils ont envie d'être au pouvoir, ils ont envie, ils se préoccupent de leur renommée, ils se préoccupent de leur famille. Il y en a qui sont là, mais ils oscillent entre les deux systèmes. J'aime mon pays, mais en même temps, je ne veux pas mourir de faim. Donc, ils se laissent corrompre. Ils se laissent corrompre. Et vous avez des gens qui ont un rêve. Ceux qui ont un rêve pour leur pays, pour la génération future. Ils pensent à l'avenir
de cette génération future. C'est ça qui fait une nation. Comment dans les 30 ans, 40 ans, faut changer le système. Il faut donc un nouveau souffle pour une nation qui doit rentrer dans le Conseil des Nations. Et une nation qui doit se préparer pour le 3e millénaire. Alors, voilà pourquoi, avec des frères, des sœurs qui avons tous la même motivation, le même souci, le même cœur pour le pays, nous nous sommes retrouvés pour mettre en place ce comité de résistance et d'action pour le Congo. Alors, et vous allez constater que dans ce comité, quand vous verrez les noms même sur le site, mais vous verrez même au niveau même des personnalités qui ont été choisies, qui sont là comme acteurs. Ce sont des gens, des femmes et des hommes qui ne sont pas chargés d'histoire de corruption, qui ne sont pas chargés d'histoire de tribalisme, parce que ça c'est le fléau au niveau de la gouvernance politique qui tue notre pays. Figurez-vous, pour un petit pays comme le nôtre, petit pays comme le nôtre, où il y a de la place pour chacun, notre pays est dominé par 3 partis. Les 3 partis qui ont pour socle la tribu, la région. Vous allez prendre ces 3 partis, vous menez une enquête autour de tout le territoire du pays. Ils ne sont implantés nulle part en dehors de leur propre région. Mais si vous avez des partis ethniques, les autres partis, ce sont les partis du ventre, qui aussi entrent là où il y a le plus fort. Ils vont se faire des alliances, des contre nature, simplement parce qu'il faut exister, il faut faire du bruit, il faut que vous parliez pour qu'on sache que vous êtes là et qu'on vous récupère, on vous dit taisez-vous, on vous donne une enveloppe, maintenant c'est fini. Donc, vous ne pouvez pas bâtir une nation avec un tel système politique. Avec un tel système politique, vous allez vivre l'instabilité chronique dans une nation. Les générations passeront et ce système sera toujours là permanent parce qu'il est ancré dans les mentalités collectives et vous n'allez pas, en tout cas, connaître ce qu'on peut appeler le bonheur pour un pays. Eux-mêmes aujourd'hui, ils ont trouvé des termes fétiches qu'ils appellent pays émergents, je ne sais pas comment, bon, sur quelle base ils parlent de ça, alors qu'ils n'ont même pas une vision futuriste de la nation. Donc, nous pensons que le Congo, il y a tellement de choses à résoudre que nous voulons, nous sommes engagés avec cette équipe. C'est notre vision. C'est tenant compte de l'état du Congo aujourd'hui, là où il va. Et nous voulons qu'il aille dans la bonne direction. Et pour qu'il aille dans la bonne direction, on ne peut pas parler de cohésion sociale et de l'aménagement des territoires si nous n'avons pas pris en compte ces facteurs que je viens de vous évoquer qui tuent le pays, c'est-à-dire que l'égoïsme, le tribalisme, le régionalisme, la corruption qui est devenue un virus mortel pour notre pays, et nous ne pouvons pas avancer avec cela. C'est pour cela que lorsque on a parlé des valeurs que nous avons dit que nous ne sommes pas là pour faire des alliances avec n'importe qui. Parce que nous avons un but pour notre pays. Nous avons une vision pour notre pays. Notre but aujourd'hui, c'est de construire ce que nous appelons la maison Congo. La maison Congo, une maison telle qu'elle est là, cette maison, c'est serveurs locaux et sa famille qui y vivent. Mais il n'y a personne qui peut trouver à manger dedans et laisser les autres mourir de faim. Alors donc, notre but, c'est faire en sorte que l'unité, la justice, la liberté deviennent le ciment. Et le peuple congolais, c'est la fondation. Parce que c'est eux, ceux qui sont les garants du pouvoir. Dans le cadre de la démocratie, un peuple, c'est lui le détenteur du pouvoir. C'est lui qui a les clés. Il peut choisir un fils du Congo, une fille du Congo, en fonction des critères définis qu'il pense que les critères sont des critères adaptés dans le contexte de la vie moderne, des nations modernes. Donc, le peuple reste la fondation sur laquelle doit être bâtie la maison Congo. Nous avons dans notre pays une armée
Une armée, dans d'autres pays, elle est là pour défendre le peuple. Elle est là pour défendre la nation, le territoire, les frontières. Elle veille. C'est la sentinelle qui garde le pays, qui s'occupe, qui se préoccupe des problèmes du pays. Malheureusement, chez nous, comme dans d'autres pays aussi, en Afrique, l'armée est devenue un instrument de maintien au pouvoir en vie des présidents ou des systèmes. Au lieu d'être au service du peuple, l'armée est au service d'un homme. Et nous ne voulons plus de ça. Nous voulons que l'armée devienne le pilier qui soutient la maison Congo. Ce pilier qui est l'armée républicaine qui soutient la maison Congo. Nous avons aussi pensé que pour construire la maison, nous devons avoir un autre pilier. C'est la police nationale. Elle est nationale, elle est police parce qu'elle doit s'occuper de la sécurité du peuple congolais. Le peuple congolais doit se sentir en sécurité partout où il va. Et non une armée au service d'un homme pour raqueter comme ça se passe au Burundi, tuer le peuple congolais. Mais le peuple congolais, ça ne doit pas être ça. Donc nous voulons bâtir une nation, une maison Congo, en nous appuyant sur ces piliers, l'armée, la police, et nous avons le troisième pilier. Le troisième pilier, nous parlons de la démocratie, nous parlons de la liberté, nous parlons des lois qui doivent bâtir cette démocratie, faire vivre, faire réguler cette vie démocratique. Ce sont les institutions, donc le Parlement, le Sénat, les élus de collectivités locales, l'Assemblée, là où les lois sont prises pour une nation. Donc, si vous n'avez pas un Parlement démocratique, un peuple vit sous la dictature, vous ne pouvez pas parler de la liberté. Parce que ce peuple, les institutions démocratiques qui sont le garant pour une sécurité, pour la vie démocratique, pour la liberté d'expression. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine. Et nous voulons construire cela pour notre pays. La maison doit être appuyée sur ce pilier. Mais le quatrième pilier, si nous parlons aujourd'hui, on est libre de nous retrouver ici, parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice. Si quelqu'un vient nous attaquer ici, alors que nous sommes bien dans notre propre milieu, mais la personne aura à faire. Personne ici n'a le droit de faire quoi que ce soit contre qui que ce soit. Mais nous, chez nous, il suffit seulement que tu sois le fils d'un ministre, la femme ne sait pas d'une autorité quelconque. Tu as le droit sur le reste. Tu fais ce que tu veux sur le reste. Mais en nous comportant de cette manière, nous ne pouvons pas garantir la liberté dans une nation, les droits dans une nation. Oh, ça c'est fondamental, parce que nous avons tous été créés égaux. C'est un droit, c'est ce que nous avons eu comme acquis quand chacun de nous est venu sur cette terre. Et nous sommes là pour restituer cela au peuple congolais. C'est-à-dire que bâtir une maison où la justice doit devenir le pilier pour l'égalité des chances, pour la cohésion sociale, pour la vie d'une nation. Donc, si effectivement tous ces piliers, les 4 piliers qui deviennent les instruments les plus puissants pour bâtir cette maison, si nous arrivons justement à mettre cela en place au sommet de cette toiture, nous pouvons parler d'un État-nation. Notre rêve, notre vision, c'est qu'un jour, le Congo devienne cet État-nation. Nous voulons, nous le rêvons de tous nos voeux, que le Congo devienne ce pays par rapport à ce qu'il est, celui-là qui doit être une référence dans le monde. Ils peuvent s'insérer dans la vie du monde si ces éléments sont pris en compte. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la théorie, ce n'est pas en faisant des discours, ce n'est pas nous projetant de manière creuse dans l'avenir alors que nous n'avons pas une trajectoire pour y arriver. Nous avons un projet de société qu'on ne peut pas détailler ici. Il est sur le site, vous allez là-bas, nous avons tenu compte, on a fait le diagnostic du pays.
on a parlé de tous ces aspects. Ce qui manque, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie. Parce que vous ne pouvez parler d'un développement d'une nation si vous n'avez pas l'électricité. L'électricité, c'est ce qui entraîne les gens à l'esprit de créativité, de l'innovation, la prise en charge de chacun pour se débrouiller, pour devenir lui aussi créateur de quelque chose. Mais si vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas inciter les petits commerces et les chefs d'entreprise. Vous ne pouvez pas attirer non plus des investisseurs. Si vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes que dans la corruption, vous avez dans l'instabilité, vous ne pouvez pas attirer non plus les investisseurs parce qu'ils n'aiment pas les risques, ils craignent les risques. Donc, il faut sécuriser une nation pour attirer les partenaires, venir investir chez vous. C'est la justice, c'est la démocratie, c'est le mode de fonctionnement qui doit être apprécié au niveau des partenaires pour voir là-bas, nous pouvons faire ce que nous voulons. S'il y a quelque chose, on peut nous protéger parce que la justice vit. Mais malheureusement, nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas tout ce pays. Nous n'avons pas aujourd'hui, au Congo, par exemple, un système financier bancaire qui peut prendre en compte, en ligne de compte, les paysans, les jeunes qui ont les idées, qui veulent faire quoi que ce soit pour accompagner dans leurs projets, pour assurer leur insertion économique. Nous ne connaissons pas tout cela. Donc nous nous sommes engagés aujourd'hui dans un combat pour la liberté. Nous sommes engagés dans un combat pour le changement, pour changer le système. Comment nous allons y arriver? Mais c'est avec le pouvoir actuel. Aujourd'hui, il y a un débat chez nous sur la Constitution, sur pas mal beaucoup d'éléments. Mais nous n'avons pas la même approche d'analyse comme certains acteurs au Congo. Parce que nous pensons que pour faire écourir un système comme celui-là, ce n'est pas en faisant les 1000 déclarations au niveau de la presse. C'est par une action sereine, cohérente, discrète, bien menée. Parce que vous ne pouvez pas aller en guerre si vous ne connaissez pas les forces de votre adversaire. Mais si vous n'étudiez pas sur les forces de votre adversaire ou sur ses faiblesses, vous ne pouvez jamais gagner la guerre. Le bruit pour se faire voir, les interventions que nous pouvons faire au niveau des réseaux sociaux ne nous amènera nulle part pour faire écouler ce système. Nous avons fait deux choix. Les deux choix que nous pensons qui pourront être des armes puissantes pour faire écrouler ce système. Vous allez prendre cet arbre, si vous ne coupez pas ses racines, vous pouvez couper le tronc, il va pousser. Si vous ne le déracinez pas, il va reprendre. Et il y a des bêtes aussi en Afrique qui rongent le cœur de l'arbre. Ils peuvent le faire écrouler quelle que soit sa taille. Alors donc, nous pensons qu'aujourd'hui, pour ce qui est le crack, la position que nous avons optée, le travail que nous sommes en train de faire sans bruit, il est efficace. Et nous y arriverons. Je sais que nous aurons tout à l'heure des questions. Je vous laisse donc la place aux questions pour pouvoir creuser davantage nos préoccupations, notre stratégie et qu'est-ce que nous comptons faire. Et nous pensons qu'à partir de là, vous allez, jaillira, donc, si vous voulez, des éclaircissements. Donc je m'arrête là. Je m'attends à vos questions pour que nous puissions, parce qu'on est là pour les échanges. Et nous attendons donc ce temps d'échange pour pouvoir compléter ce qui n'a pas été peut-être clair au niveau de l'esprit. Je vous remercie.